អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de céder la parole au procureur qui poursuivra ses questions à la partie civile, la Chambre va se prononcer concernant la demande de Nunchea. Suite à la demande de Nunchea par l'intermédiaire de sa défense, afin de suivre les débats à distance pour le reste de la journée, en raison des problèmes de santé, mal au dos, mal à la tête et des difficultés à se concentrer dans la salle d'audience. Le rapport médical du médecin traitant de M. Nunchea et des autres accusés du centre de détention des CETC appuie la demande. Ce médecin a confirmé que Nunchea souffre de mal à la tête, mal au dos et d'hypertension et recommande qu'il puisse suivre les débats à distance. La Chambre fait donc droit à la demande de Nunchea qui est fondée. Il sera autorisé à suivre les débats depuis sa cellule de détention temporaire pour le reste de la journée jusqu'à la fin des débats d'aujourd'hui. Son équipe de défense devra soumettre le document de renonciation de Nunchea immédiatement. L'équipe audiovisuelle doit mettre en place un lien audiovisuel vers la cellule de détention temporaire pour permettre à Nunchea de suivre les débats pour le reste de la journée. Garde de sécurité, veuillez conduire M. Nunchea dans la cellule temporaire afin qu'il puisse suivre les débats. La parole est à l'accusation. Vous disposez de 10 minutes supplémentaires. Merci, Monsieur le Président. Ces 10 minutes seront partagées entre moi-même et mon collègue. Vous avez dit tout à l'heure et la semaine dernière, Monsieur la partie civile, Monsieur Missaran, que vous aviez vu 2 cadavres à gauche du pont Monivong avant de traverser. Est-ce que vous étiez suffisamment près de ces cadavres pour distinguer si ceux-ci portaient des habits civils ou des habits militaires ? Les 2 cadavres qui se trouvaient à gauche du pont Monivong portaient des habits civils et non pas des uniformes militaires. Tous les 2 étaient masculins. Comme vous étiez infirmier ou médecin, et vous étiez habitué à voir des blessures, des cadavres, est-ce qu'il y avait, selon ce que vous avez pu voir, des plaies sur leur corps, des traces de balles ou tout autre élément qui ont pu vous aider en passant à vous donner une idée de la cause du décès de ces personnes?
cadavre que j'ai vu sur le côté gauche du pont Monivong n'était pas correctement disposé au sol. En raison de la position dans laquelle il se trouvait, je ne savais pas très bien si je devais me rapprocher pour voir s'ils étaient tués par balle ou pas. Je voudrais citer votre formulaire de renseignement sur la victime D22-118, D22-118. Et c'est une toute petite phrase qui se trouve en khmer à la page 4, IRN 0036 21 76 0036 2176. En anglais, page 3, 0036 2196. Et en français, page 3, 0036 2204. Et là, vous parlez du moment où vous avez quitté Phnom Penh et vous vous rendez vers Sisopon durant votre long voyage. Et vous dites, je cite, « Sur la route, j'ai vu plein de gens morts sans motif. » Fin de citation. Pourquoi dites-vous que ces gens seraient morts sans motif ? J'ai dit que des gens sont morts car je les ai vus morts près du pont et le long de la route. Et le long de la route que j'ai empruntée, je n'ai pas vu de cadavres. J'ai simplement vu que des gens qui m'accompagnaient ont été pris et emmenés. D'accord, merci pour cette clarification. Je n'aurai qu'une seule question à poser encore. Vous nous aviez dit la semaine dernière que votre épouse, qui portait votre enfant, avait passé la nuit rue Pasteur chez des membres de votre famille pour qu'elle ne soit pas toute seule. Est-ce que par la suite vous avez eu des nouvelles de ces membres de votre famille ? Et deuxième question, est-ce que ces personnes, si vous les avez revues, est-ce qu'elles ont mentionné quoi que ce soit concernant ce qui était arrivé à votre épouse ? Je ne suis jamais parvenue à la maison où descendait ma femme à la rue Pasteur, donc je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu d'autres membres de la famille non plus. En fait, il y avait plusieurs familles qui habitaient dans cette maison et je n'ai plus jamais vu qui que ce soit. Jusqu'à ce jour, je n'en ai jamais eu de nouvelles. Et donc, est-ce qu'après 79, est-ce que vous avez eu de quelconques informations concernant le chemin qu'aurait pris votre femme au moment de l'évacuation et ce qui lui était arrivé ? Ou bien vous n'avez jamais plus entendu parler d'une façon ou d'une autre de ce qui lui est arrivé ? Depuis ce jour, depuis le jour où je suis partie, je n'ai reçu aucune nouvelle. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rien su concernant le sort de ma femme. Même si elle devait le faire à quatre pattes, elle serait venue et revenue à la maison. Merci, monsieur la partie civile. Je vais laisser la parole à mon collègue pour les quelques minutes qui restent. Merci encore.
Le procureur national. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Messaran. Je suis Chandaram Rasmai. Je suis le coprocureur adjoint. Il me reste 6 questions à vous poser qui viennent compléter les questions de mon confrère. Vous venez de dire que lorsque vous êtes arrivé chez vous, vous n'avez emporté que le collier de votre femme, le chemisier de votre femme et une bouteille d'aspirine. Pourquoi avoir pris ce flacon d'aspirine avec vous? La partie civile, pourriez-vous répéter la question? Vous avez dit être arrivé chez vous et ne pas avoir vu votre épouse et vous avez pris simplement son chemisier, de l'or et des cachets d'aspirine. Pourquoi avoir pris des cachets d'aspirine? Réponse. Chez moi, j'ai pensé que les cachets d'aspirine seraient utiles pendant mon déplacement. J'ai donc décidé de le prendre. Et ces cachets d'aspirine étaient à portée de main et donc je les ai pris avec moi. Question. Lors de l'évacuation de Phnom Penh, avez-vous observé qui que ce soit protester contre l'évacuation de la ville par les Khmers rouges? Ou est-ce que vous-même, vous avez protesté contre cette évacuation? Réponse. Lorsque je suis partie, les Khmers rouges que je voyais sur les routes, qui se déplaçaient ou qui marchaient à pied, ne nous parlaient pas et ne nous donnaient pas d'instructions. Nous étions obligés de partir parce qu'on nous a demandé de le faire, mais pourriez-vous répéter la question? Je ne sais pas très bien ce que vous me demandez. Le coprocureur, lorsque l'ordre a été donné d'évacuer Phnom Penh, est-ce que certains résidents ont protesté contre cet ordre ou est-ce que vous-même vous vous êtes opposé à cet ordre ou avez-vous demandé des raisons pour cette évacuation? Réponse. Je n'ai vu personne s'opposer aux ordres et moi-même, je ne m'y suis pas opposée. J'avais aussi peur. Je n'ai vu personne protester contre cet ordre. Question. Merci. Vous avez également dit que vous avez pu échanger des médicaments contre de la nourriture. Si jamais en cas vous avez surpris en train d'effectuer une telle échange, que vous serait-il arrivé ou est-ce que ce genre d'échange était autorisé par Ankar? Réponse. Je ne savais pas si l'Ankar aurait pu me sanctionner en repartant. D'autres personnes recherchaient du carburant ou des briquets. À ce moment-là, j'avais du carburant, je l'ai échangé avec
6 ou 7 personnes. Et ces personnes-là restaient très vigilants et étaient sur leur garde. Ils sont ensuite repartis. Question. Merci, ce sera ma 4e question. Lorsque les Khmers rouges sont arrivés à l'hôpital où vous travailliez, est-ce que vous les avez entendus parler au personnel médical concernant l'évacuation ou concernant d'autres sujets, ou vous ont-ils parlé vous-même? Réponse. Je n'ai pas reçu d'ordre de partir donné par les Khmers rouges, mais à d'autres étages et dans d'autres bâtiments, des gens m'ont dit que les Khmers rouges leur avaient demandé de partir. Question. À part cela, les Khmers rouges ont-ils dit autre chose? Réponse. J'ignore s'ils ont parlé d'autre chose, car je n'ai pas eu de contact direct avec les soldats des Khmers rouges. J'ai également vu des Khmers rouges dans la rue, mais ils ne nous ont pas parlé. Question. Merci. Voici ma 5e question. Pour quelle raison avez-vous cru les soldats des Khmers rouges lorsqu'ils vous ont dit qu'après 3 jours, vous serez autorisés à revenir? Et pourquoi d'autres personnes les ont cru? Réponse. Ils nous ont dit qu'il fallait partir pour 3 jours uniquement pour éviter les bombardements américains. Et j'y ai cru parce que cela me semblait possible et j'en avais peur, donc je suis partie. Question. Merci. En raison des contraintes de temps, ce sera maintenant ma dernière question. Pendant votre déplacement de Phnom Penh jusque dans les provinces, pendant que vous étiez en route, est-ce que vous-même ou d'autres évacués, avez-vous vu ou entendu des dirigeants des Khmers rouges faire des annonces? Réponse. Pendant le trajet depuis Phnom Penh jusqu'au carrefour routier, les soldats Khmers rouges qui se déplaçaient en groupe ne nous parlaient pas. Ils nous parlaient uniquement pour nous interroger ou lorsque nous demandions autorisation à aller plus loin. J'ai observé qu'ils se sont séparés en groupes. J'ignore comment ils nous classifiaient par groupe. Ils ne nous parlaient que pour nous interroger. Lorsque j'étais en prison, ils sont venus me parler lorsque j'étais dans la prison à Sisopon. Question. Avez-vous vu des dirigeants des Khmers rouges, notamment Nunchea, Kyosampan, Yangsari ou Yangtirit, pendant cette période? Réponse. Je ne les ai jamais vus. Ceux qui m'ont interrogé pendant que j'étais en prison, je ne les connaissais pas. L'accusation. Merci, Monsieur Mirsalan. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vos réponses contribueront à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite bonne chance et bon voyage. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. La défense de Nunchea a maintenant la parole.
Correction, les juges ont des questions pour la partie civile. Monsieur le juge Laverne. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que ça sera très rapide. Monsieur le témoin, je voudrais m'adresser à vous un petit peu en votre qualité de membre d'un personnel soignant. Et je voudrais que vous nous renseigniez un petit peu sur l'état de la population, d'une façon générale, à Phnom Penh au moment du 17 avril 1975. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que cette population était fragilisée par la situation? Est-ce qu'il y avait beaucoup de réfugiés? Est-ce qu'il y avait des risques d'épidémie? À Phnom Penh, pendant ces derniers jours, de plus en plus de personnes arrivaient en ville. Il y avait également de plus en plus de blessés qui arrivaient à l'hôpital de Borikela. Monsieur le juge, pourriez-vous répéter la dernière partie de votre question? Oui, je vous demandais si cette population s'il y avait des risques de maladies épidémiques, comme par exemple le choléra. À cette époque-là, non. J'étais dans l'enceinte de Borikela où nous ne recevions que des blessés. Il n'y avait pas d'épidémie à ce moment-là. Sur le plan des soins, est-ce que vous aviez la sensation que vous étiez en manque de matériel médical ou en manque de médicaments pour faire face aux besoins de la population? Dans mon service, nous manquions d'instruments et de matériaux pour soigner les blessés. J'essayais de trouver des pansements pour les blessés. Il en manquait. Il n'y avait pas suffisamment de matériel pour soigner les blessés. Excusez-moi peut-être pour cette question qui peut vous sembler un peu naïve, mais est-ce que, selon votre point de vue, ou selon ce que vous avez pu constater, l'évacuation de Phnom Penh a apporté une amélioration à cette situation qui était déjà une situation de début de pénurie ou de pénurie, ou bien est-ce que les choses se sont aggravées du fait de cette évacuation? Nous avons quitté le 17 avril. Tout le monde devait partir de la capitale. J'ai dû emprunter la route nationale numéro 1. Je ne savais pas dans quelle direction les gens allaient partir. Et c'était une situation difficile. Il y avait trop de gens sur les routes. Il y avait peu de nourriture. Et c'était un mouvement désordonné, et donc la situation était difficile.
S'agissant des réfugiés, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de réfugiés qui qui rentraient dans Phnom Penh dans les jours qui ont précédé le 17 avril. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ont été traités ces réfugiés? Est-ce qu'ils ont été contraints d'être mis, est-ce qu'ils ont été mis dans certains endroits? Est-ce qu'il y a eu des camps qu'on pourrait appeler des camps de détention ou des camps de concentration? Est-ce que vous avez entendu parler de mesures de cet ordre-là? Je ne pense pas avoir bien compris votre question, mais je peux répondre. Que quand les gens sont venus à la capitale était surpeuplée, la vie était difficile. L'État a essayé de créer des endroits. Là où je travaillais, par exemple, on a improvisé un hôpital. On s'est servi de Boré-Kéla pour soigner des blessés. Et il y avait de plus en plus de gens qui venaient à la ville. En fait, la question que je vous posais, c'était de savoir si vous saviez si ces réfugiés ou certains de ces réfugiés avaient été mis dans des endroits particuliers afin d'y être détenus. Non. Personne n'a dit que l'on allait les emprisonner. S'agissant, c'est ma dernière question, s'agissant de la situation sur le plan alimentaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation alimentaire à Phnom Penh? Est-ce qu'on était déjà dans une situation de pénurie? Quels étaient les effets sur la population? Est-ce que tout le monde arrivait plus ou moins à se nourrir? Comment les gens faisaient-ils pour se débrouiller? Dans les derniers jours, à Phnom Penh, la nourriture coûtait très cher. Et il devenait de plus en plus difficile d'avoir accès aux aliments, comme le riz. Et il y avait de plus en plus de gens dans la ville. Pour cette raison, la nourriture venait à manquer, les prix ont augmenté et il était difficile de s'en procurer même. Que ce soit dans Phnom Penh ou en dehors de Phnom Penh, au moment où vous avez subi cette expérience de l'évacuation, avez-vous vu une organisation mise en place pour fournir de l'alimentation aux personnes évacuées? Après avoir quitté le pont Monivong, je n'ai pas remarqué. Les soldats Khmer Rouges ne m'ont rien offert. Et même quand je suis arrivé dans mon village natal, personne ne venait à notre aide. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour toutes ces réponses. Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser.
Le président, merci, monsieur le juge. À présent, la Chambre laisse la parole à la défense de Nuon-Chea pour son interrogatoire, s'il le souhaite, de la partie civile. Maître Yanoutsi. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur la partie civile. Je suis un des conseils qui représente Nuon-Chea et j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Simplement pour donner une idée à tous, je ne termine. Je ne pense pas terminer avant la pause déjeuner. Bon, laissez-moi vous donner un aperçu des sujets que je souhaite aborder avec vous avant de vous poser mes questions. J'aimerais d'abord que l'on parle de ce dont vous venez de parler avec le juge Lavergne et certaines aussi des réponses que vous avez données aux autres parties, c'est-à-dire l'état, la situation à Phnom Penh avant l'arrivée des Khmers rouges. En deuxième lieu, j'aimerais que l'on parle brièvement des motifs évoqués pour l'évacuation et en troisième lieu, quelques points divers. J'aimerais donc résumer ce que vous avez dit jusqu'à présent pour être certain que tout soit bien clair dans mon esprit. Vous êtes allé à l'école de médecine à Phnom Penh de 1969 jusqu'en 1972, c'est exact? Réponse. En effet. Question. Merci. Et où habitiez-vous avant 1969? Réponse. Je suis né à Svay Rieng. J'ai étudié la médecine à Phnom Penh. Avant 1969, j'ai quitté Svay Rieng pour venir habiter à Phnom Penh, près de la pagode de Mohammed Ray. Question. Merci. Je regrette si on vous a déjà posé ces questions, mais ce ne sont simplement pas des fins de précision. Quand êtes-vous arrivé à Phnom Penh, la première fois, si vous vous en souvenez? Réponse. Je suis arrivé à Phnom Penh la première fois pour aller à la faculté de médecine. C'était au début de l'année 1969, quand j'ai commencé mes études. Je ne suis venu à Phnom Penh qu'après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, donc c'était au début de l'année 1969. Question. Après vos études de médecine, de 1972 à 1973, si j'ai bien compris, vous aviez travaillé à l'hôpital Preah Miller à Phnom Penh. C'est exact? Réponse. En effet. Question. Je vous remercie. En 1963, si j'ai bien compris, vous avez vous êtes entré dans les forces armées, vous avez passé 18 mois à Sisopon. C'est exact? Réponse. Ce n'était pas en 1963. C'était en 1973. Mais c'est exact, oui. J'ai été posté comme soldat. Là-bas, c'était obligatoire et je suis resté dans l'armée pendant 18 mois. Question. Oui, en effet, merci, je voulais dire 73, pas 63. Puis, après ce passage dans l'armée, vous êtes revenu à Phnom Penh à la fin de l'année 74, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. La défense, je vous remercie. Dernier point pour confirmation, vous êtes resté à Phnom Penh de la 1974, de la fin de l'année 1974 jusqu'en avril 1975 comme infirmier de triage ou soignant de triage, comme vous l'avez décrit, à Boracay. Réponse. C'est exact.
Question. Êtes-vous d'accord pour dire que, sauf les 18 mois où vous étiez à Sisopon, à l'exception de ces 18 mois, vous avez observé directement les conditions de vie à Phnom Penh, dans la ville de Phnom Penh, et ce jusqu'en avril 1975. Réponse. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? La défense. Mes excuses, je vais répéter. Est-il juste de dire que de 1969 jusqu'en avril 1975, à l'exception des 18 mois où vous étiez posté à Sisopon, vous avez vous-même directement observé et vécu les conditions à Phnom Penh? Réponse. Je suis venu à Phnom Penh au début de l'année 1969 pour y faire mes études de médecine. Et j'ai vu les conditions de vie à Phnom Penh jusqu'à ce que j'aille à Sisopon. J'ai donc vu ce qui se passait à l'époque. Question. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser des questions un peu plus précises sur ces conditions de vie, sur cette situation et votre expérience personnelle de cette situation. Et je me limiterai à la ville de Phnom Penh et à l'époque où vous y habitiez. Je ne vous poserai pas de questions sur la ville de Sisopon. Pour reprendre la série de questions que vous a posées le juge Lavergne, d'après votre expérience personnelle, êtes-vous d'accord pour dire que la guerre civile qui opposait le régime de Lon Nol au Khmer Rouge 70 à 75, êtes-vous d'accord pour dire donc que cette guerre civile, tout comme les bombardements, la campagne de bombardement américaine précédente, a eu un impact négatif sur la situation alimentaire, en particulier le riz que le Cambodge était en mesure de produire au début des années 70. Autrement dit, les pénuries de nourriture que vous avez évoquées brièvement avec le juge Lavergne, ces pénuries étaient-elles, d'une façon ou d'une autre, associées à la guerre civile ou la campagne de bombardement du Cambodge par les Américains? À votre connaissance, bien sûr. Réponse. C'est une longue question que vous me posez là. Et je crains ne pas répondre à une question si longue. Pouvez-vous me poser une question plus courte, je vous prie? It was quite long. Question, en effet, c'était un peu long et complexe. Plus tôt, vous avez parlé avec le juge Lavergne des pénuries de nourriture à Phnom Penh. D'après ce que vous avez observé et vécu directement, êtes-vous d'avis que ces pénuries pouvaient être le résultat de la guerre civile opposant le régime de Lon Nol au Khmer Rouge, et la campagne de bombardement précédente par les États-Unis d'Amérique? Ces deux événements ont-ils eu un impact négatif sur la situation alimentaire au Cambodge? Veuillez attendre, monsieur Parti civil. Le président. Parti civil, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, je serai très bref, Monsieur le Président, mais il me semble que la question est très large. Elle porte sur 1969 à 1975, alors que la partie civile a parlé de pénurie dans les jours qui précédaient le 17 avril 1975 et que les prix avaient augmenté et que c'était difficile de se procurer du riz. Alors il me semble qu'il y a moyen sans doute d'être plus précis dans la question concernant le temps qui est concerné par cette question, la période exacte.
I will. La défense. Oui, je vais suivre la suggestion. Laissez-moi y aller par étapes. Vous avez déjà parlé des pénuries de nourriture. Vous n'entendez pas? Partie civile, vous n'entendez rien? No translation. Le président. Nous n'avons pas entendu l'interprétation en khmer. Let me try again. Laissez-moi essayer de nouveau. J'attends. Dit la défense. Le président. Madame la juge Cartwright, allez-y. La juge Cartwright. Une observation bien brève, maître Yanouchi. Vous posez vos questions trop rapidement. Et elles sont très complexes. C'est difficile pour les interprètes de faire un rendu qui soit utile pour la partie civile. Maître Yanouchi, merci Madame la juge Cartwright, j'en prends note. Et je suis d'accord avec la suggestion de mon confrère de l'accusation. Je vais donc y aller par étapes dans mes questions. Monsieur, vous avez mentionné des pénuries de nourriture, une augmentation du prix des denrées, je crois, juste avant l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. D'après votre expérience? Avant d'aller à Sisopon? Donc, de 72 à 73, avez-vous remarqué des pénuries de nourriture pendant cette période? Réponse. Monsieur le Président, en effet, cette question est beaucoup plus facile à comprendre. Alors que j'étudiais à Phnom Penh, j'ai remarqué qu'il y avait de la nourriture. Il n'y avait pas de pénurie. Mais le prix, par contre, a augmenté. Chaque jour, il augmentait. Et il devenait de plus en plus difficile de se procurer de la nourriture. Question. Je vous remercie. Donc, pour que ce soit bien clair, avant que vous alliez à Sisopon, vous avez remarqué une augmentation, une montée en flèche des prix des denrées alimentaires à Phnom Penh. Réponse. C'est exact. Il est juste de dire que la vie était difficile. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de nourriture. Mais il était difficile de s'en procurer, car il y a de plus en plus de gens affluaient à la ville, et il y avait trop de gens pour la quantité de nourriture qui était disponible. Question. Merci, monsieur. J'essaierai de poser des questions plus courtes. Toujours sur ce même thème. Et pour reprendre la discussion que vous avez eue avec le juge Laverne, vous avez dit la semaine dernière qu'il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont venus à Phnom Penh, je crois que c'est ce que vous aviez dit, et c'est ce dont vous avez parlé avec le juge Laverne. Pouvez-vous donner plus de détails? Pourquoi les réfugiés venaient-ils à Phnom Penh? Pourquoi y avait-il tant de gens qui affluaient à la capitale? Réponse. L'armée Khmer Rouge approchait de Phnom Penh, et donc ceux qui vivaient en périphérie ont dû se réfugier dans la capitale. Mon école était proche de la pagode. La pagode était pleine de réfugiés. Et de moines aussi.
Et c'est pourquoi je dis que de plus en plus de gens venaient dans la ville. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient s'installer dans la capitale, alors que les soldats Khmer Rouges approchaient de plus en plus de la ville. La ville était très peuplée et les maisons devaient... enfin, il fallait accueillir les nouveaux arrivants. Par exemple, la maison de mon épouse devait loger 6 ou 7 familles. Question. Merci. Et pouvez-vous décrire l'ampleur de ces flux de population? Vous avez donné les détails. Laissez-moi vous poser la question de la sorte. Êtes-vous d'accord pour dire, comme d'autres l'ont dit, que en avril 75, la population de Phnom Penh avait doublé? Êtes-vous en mesure de faire une telle estimation? Réponse. Oui, je suis d'accord avec cette estimation. La population de Phnom Penh a plus que doublé. Car dans la ville, il fallait, le président interrompt. Nous semblons avoir des difficultés techniques. Nous n'avons pas entendu. Le président, Monsieur Miesaran, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Car il est possible que l'on ne l'ait pas entendu. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente mes excuses. Je disais que j'étais d'accord avec cette estimation. J'étais d'accord pour dire que la population de Phnom Penh avait plus que doublé. Peut-être même plus que cela, triplé. Dans les maisons, dans les demeures, dans la ville, on pouvait voir qu'il y avait de plus en plus de gens qui y habitaient. Par exemple, chez mon épouse, nous avons accueilli 6 ou 7 familles. Et j'ai aussi remarqué qu'à la pagode de Mohamontrey, la pagode, enfin le complexe était bondé. Donc je pense que c'était peut-être même plus que ce que vous dites, pas doublé mais triplé. La défense. Merci, monsieur. Pour en venir maintenant à un domaine que vous connaissez mieux, les soins de santé. Je vais reprendre une série des questions qui vous ont déjà été posées. Est-il juste de dire qu'avant votre départ pour Sisopon, c'est-à-dire en 1973, la ville avait déjà des problèmes sanitaires en termes, par exemple, de disponibilité de fournitures médicales à l'hôpital, ce genre de choses? Question. Réponse. Avant de partir pour Sisopon, laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai obtenu mon diplôme en 1972 et j'ai travaillé à l'hôpital Pratek Tokmilir à cette époque. Il n'y avait pas de pénurie de fournitures médicales et de médicaments. Nous n'avions aucune difficulté à obtenir des médicaments. Donc, je pense qu'il est juste de dire qu'on avait les médicaments. Mais par contre, la nourriture coûtait plus cher. Question. Merci. Qu'en est-il de logement à Phnom Penh à la même époque? Quand les réfugiés ont commencé à venir à la ville, où habitaient ces gens?
Réponse. Il y avait beaucoup de gens dans chacune des pagodes. La pagode de Mohamontrey, qui était proche de là où j'habitais, était un tel endroit où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens. Je me souviens aussi que les gens devaient, que plusieurs familles devaient s'entasser dans de petites demeures et qu'il y avait donc beaucoup de gens qui venaient, qui partageaient le même toit. Question. Merci. Est-il juste de dire qu'en avril 75, beaucoup de gens à Phnom Penh n'avaient pas de toit, pas d'emploi et dépendaient exclusivement d'assistance, soit étrangère ou de l'extérieur en fait, des amis, une pagode, etc. Veuillez attendre, il y a une objection. Le président. Partie civile, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu beaucoup de questions de la part de la défense de Nunchia qui commençaient par autre chose que « est-il juste de dire que ?» Il me semble que cette introduction à chaque question peut être considérée comme suggestive et donc ce serait tellement simple si on pouvait juste enlever cette première partie de la question et poser des questions tout à fait ouvertes à la partie civile. Les questions, nous ne nous y opposons pas, ce sont des questions que la défense juge pertinentes, mais c'est la formule qui chaque fois est utilisée qui nous semble être suggestive. Merci, Monsieur le Président. Well, I would La défense. J'aimerais répondre que la partie civile a démontré qu'elle est capable d'être d'accord ou non avec ce que je lui propose. La défense peut poser ces questions. Cela fait un certain temps que l'on permet des questions comme celles que je pose et nous avons déjà passé un autre... que ces objections sont de l'ordre du passé. Il n'y a absolument rien d'inapproprié à faire des propositions à la partie civile qui fait partie d'ailleurs de notre défense et lui demander si elle est d'accord ou non. Je pense que la technique est tout à fait acceptable. Le témoin est quelqu'un qui est de toute évidence très intelligent et capable de répondre à la question comme il le fait d'ailleurs depuis ce matin. Le président. Les observations du procureur international sur le type de questions posées par la défense sont justifiées. Donc, la Chambre demande à la défense de ne pas poser de questions suggestives à la partie civile. Veuillez de plus vous abstenir de poser des questions invitant la partie civile à spéculer. Donc, veuillez éviter de poser de telles questions. I could just ask for a brief. La défense. Permettez-moi de demander une clarification afin de pouvoir éventuellement reformuler mes questions après le déjeuner. Est-ce que la Chambre est en train de dire que la défense
n'est pas autorisé à poser des questions qui constituent une partie importante de nos arguments et qui sont versés au dossier, et ce depuis 2008, êtes-vous en train de dire que nous ne sommes pas autorisés à présenter des aspects de nos arguments aux témoins et parties civiles et que nous devons toujours poser des questions ouvertes? Je pense que toute personne ayant observé ces débats confirmera que la défense a pu procéder ainsi par le passé. C'est ainsi que la défense présente ses arguments et pose des questions aux parties et parties civiles. La distinction entre questions suggestives ou non suggestives a été réglée, à mon avis, il y a longtemps. Il n'y a pas d'interdiction de ce genre de questions, et notamment dans des systèmes de droit commun, des questions suggestives représentent un outil important pour la défense. J'aurais donc besoin de clarifications et d'explications juridiques. J'aimerais savoir exactement ce que la Chambre entend me dire. Le président. Exactement. Ici, nous sommes dans une tradition de droit civil. Deuxièmement, des questions de nature suggestive sont proscrites. Les parties aux procédures ne sont pas autorisées à poser ce type de questions. Troisièmement, des questions posées par des parties où ces parties tirent des conclusions ou formulent des spéculations ou visant à susciter des réponses de ce genre de la part des témoins et des parties civiles sont proscrites et sont d'ailleurs proscrites dans la tradition du droit civil. Nous fions également à l'accord et au règlement intérieur, afin que l'application du droit soit conforme à ces règles et à cet accord. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je comprends votre intervention. À titre de réponse, permettez-moi de formuler une requête. Pendant le déjeuner, est-ce que la Chambre pourrait apporter des éléments de preuve démontrant qu'il y a une juridiction de droit civil au monde qui interdit des questions suggestives? Et j'aimerais voir la jurisprudence en la matière. Je pense que cela n'existe pas. Les questions suggestives font partie intégrante de l'examen d'un témoin. C'est de cette manière que l'on pose des questions. Le juge Laverne pose des questions suggestives. L'accusation les pose également. Le président. La Chambre s'est déjà prononcée. Les questions suggestives ne sont pas autorisées dans le cadre de cette procédure. Et c'est ainsi depuis le début. Les parties qui s'opposent à des questions d'ordre orienté voient toujours leurs objections retenues. Et la Chambre maintiendra cette position tout au long des débats. Tant que l'objection contre une question orientée est motivée, la Chambre retiendra une telle objection. Et ces audiences se sont déroulées depuis le début jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pendant 1 an déjà, de cette manière. Et ce type
de problème ne doit pas être soulevé aujourd'hui et aurait dû être soulevé dès le début de la procédure où là, la Chambre aurait pu les résoudre correctement. Merci, monsieur la partie civile. Puisqu'il est l'heure du déjeuner, l'audience sera suspendue jusqu'à 13h30. Huissier d'audience, veuillez aider et vous occuper de la partie civile pendant le déjeuner et reconduire la partie civile au prétoire à la reprise de l'audience. Garde de sécurité, veuillez raccompagner M. Khieu Samphan à sa cellule de détention temporaire et le reconduire ici au prétoire avant le début de la prochaine audience. L'audience est suspendue.